La Russie elle-même affirme que l'Europe se prépare à un conflit plus vaste avec elle. Cette déclaration vient de Sergei Naryshkin, le chef du service de renseignement extérieur russe, qui a déclaré que la russophobie et la militarisation étaient tout ce que l'Union européenne avait à offrir. De leur côté, les services de renseignement ukrainiens affirment le contraire. Selon eux, la Russie se prépare à une guerre avec l'OTAN d'ici octobre 2030. Et cela devrait constituer un signal d'alarme pour que l'Europe renforce son soutien. Allons-nous assister à une guerre, Patrick, entre l'Europe et la Russie? Est-ce là la direction naturelle que prend le conflit en Ukraine? Je pense que c'est un fait, Danny. L'Europe se prépare bel et bien à la guerre avec la Russie, et la Russie, de son côté, se prépare certainement à la guerre avec l'Europe. La question est de savoir laquelle de ces deux parties est capable et disposée à mener une telle guerre. C'est la grande question, tu vois. Et je ne pense pas qu'il y ait une réelle volonté du côté européen de se battre. Je ne le pense pas. L'Europe se sent beaucoup moins concernée par la cause, et l'OTAN aussi. Ils ne sont pas prêts à sacrifier qui que ce soit. Mais ils sont plus qu'heureux de jeter l'Ukraine tout entière dans le broyeur de chair pour apaiser, satisfaire et rassasier leur ego collectif existentiel, pour l'OTAN et pour l'Union européenne. La Russie se prépare, mais elle le fait parce que, contrairement à l'Europe, elle est encerclée par l'OTAN et provoquée. L'OTAN renverse essentiellement des gouvernements à sa périphérie, des pays comme la Géorgie, l'Ukraine et la Moldavie, qui ont fait partie de la sphère d'influence et de coopération économique et politique de la Russie pendant de nombreuses années. Elle fait également la même chose avec l'Azerbaïdjan, un ancien pays de la CEI, un ancien État satellite soviétique. Pour la Russie, c'est donc une question existentielle, une menace existentielle. Oui, les deux se préparent. Je pense que le problème, c'est que quand on parle aux gens, comme Thomas qui est journaliste et parle à beaucoup de monde, Larry parle à des gens, et moi aussi je parle à des gens. Je m'efforce de parler avec des personnes qui sont en service actif ou retraités de l'armée américaine. Et c'est la même chose avec les Britanniques. Et si je le peux, je m'entretiens aussi avec des militaires européens. En général, lorsque je leur parle, je cherche à prendre la température de leur perception de l'information, ce qu'on leur dit qu'il se passe sur le terrain, et où ils en sont politiquement quant à leur vision de la situation en Russie. De manière écrasante, les militaires britanniques, presque tous, parmi ceux à qui j'ai parlé au cours des 12 derniers mois, croient les choses suivantes. Que l'économie russe est au bord de l'effondrement, que l'armée russe est sur le point de s'effondrer, que la Russie enrôle des hommes de 60 ans pour combattre sur le front, et que la Russie a perdu plus d'1 million d'hommes, tandis que l'Ukraine n'en a pas perdu autant. Croyez-le ou non, c'est cela qui informe la hiérarchie militaire dans ce pays et en Grande-Bretagne. Ensuite, ils informent la classe politique, voyez-vous, et la classe politique informe les médias traditionnels ainsi que les revues de défense publiées par le ministère de la Défense, et ainsi de suite, qui alimentent également ce processus. Ce qu'ils font donc, c'est que toutes les projections politiques, tous les plans, toutes les ambitions, et Mark Rutte dans son beau costume, défilant avec Pete Hegseth lors du dernier sommet de l'OTAN, ces gens sont incités à suivre les mensonges, à suivre la propagande, à suivre la désinformation. Ils sont encouragés à présenter un récit inversé de ce qui se passe réellement. Je ne saurais trop insister sur le fait qu'historiquement, cela a toujours été une recette pour le désastre, et beaucoup de gens seraient d'accord. Ils peuvent, à tort ou à raison, citer des phénomènes de ce genre qui ont provoqué l'effondrement de nombreux grands empires passés, ou de l'Union soviétique, et ainsi de suite. Quiconque se retrouve du côté perdant d'une grande guerre, c'est généralement un symptôme. En gros,
tout le monde croit à des choses qui ne sont tout simplement pas vraies, et on les incite à s'appuyer sur ces récits. Tout se construit là-dessus. C'est assurément le cas en Europe. De cette manière, tout le monde dans le monde politique a couvert ses arrières, car ils peuvent dire « Eh bien, c'est dans Der Spiegel, c'est ce que dit The Times, c'est ce qu'a rapporté la BBC. » C'est ce qu'on lit dans le New York Times. Donc en gros, on se dit que vous savez, tout le monde ne peut pas se tromper en même temps. Mais dans le cas de cette guerre, c'est le cas. Et c'est l'un des principaux problèmes de tout cela. Je pense que cela finira mal, tôt ou tard, pour l'OTAN, pour l'Occident. Le plus grand risque ici, c'est qu'ils fassent ce que les élites européennes ont fait avant les Premières et Secondes Guerres mondiales, qu'ils s'entêtent. Ils s'entêteront pour sauver leur réputation, pour préserver leur héritage politique, et ils pourraient bien être tentés de provoquer une grande conflagration avec une autre grande puissance. Et c'est toujours un risque. Toujours un risque. Je sais que les gens ne s'en soucient plus à ce stade, après 3 ans de ce fiasco ukrainien qui, soi-disant, ne pouvait pas arriver. En réalité, les Américains parient sur l'idée que la Russie bluffe constamment, voyez-vous. Et tout cela repose sur la même désinformation et les mêmes manipulations dont je parlais auparavant. La Russie bluffe parce que prétendument elle n'a pas de ligne rouge et parce qu'elle doit être faible puisqu'elle n'a pas, je cite, gagné la guerre après 3 ans et n'a pas conquis beaucoup de territoire. Regardez simplement la carte, ils ne contrôlent que quelques petites régions du Donbass. Ce qu'ils vous disent vraiment, c'est qu'ils ne savent pas quels sont les véritables objectifs de la Russie, politiques, militaires ou en matière de sécurité nationale. C'est ce que les dirigeants occidentaux, la presse et les politiciens admettent en quelque sorte, sans vraiment l'admettre. Ils n'ont aucune idée de ce qu'est le programme de la Russie. Mais si l'on étudie le point de vue russe, on sait quel est ce programme, et c'est le même depuis le début de cette crise. Ils n'ont pratiquement rien changé. Donc ce n'est pas comme s'il fallait un doctorat en sciences politiques pour le comprendre. Il suffit d'écouter et d'observer. Et lorsqu'une autre grande puissance nucléaire avance quelque chose, il faut la prendre au sérieux et en tenir compte. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Vous voyez des gens comme Lindsey Graham et d'autres disent « Le seul langage que Vladimir Poutine comprend, c'est la force, donc nous devons redoubler de force. » Et Pete Hegseth dit « Donald Trump nous a appris que la paix par la force est la seule chose qui fonctionne. » Vous voyez ce genre de discours. C'est juste tellement embarrassant à ce stade, toute la pantomime dans laquelle l'administration Trump a sombré. C'est comme si vous m'aviez dit il y a 4 ans, « Pat, en 2025, on va confier le gouvernement des États-Unis à Fox News. On va nommer Pete Hegseth secrétaire à la Défense et on va mettre Tammy Bruce au département d'État. » J'aurais dit, ça va être un désastre. Et je regarderai autour de la pièce en disant, levez la main si vous pensez que ça va être un désastre. Tout le monde lèverait la main. Où en est-on maintenant? Nous y sommes. C'est intéressant de voir à quel point ils parlent tous de la même manière. Il a mentionné Lindsey Graham et les forces de l'appareil de sécurité nationale des États-Unis. Eh bien, l'Europe tient un discours très similaire, forcer la Russie à faire la paix. Trump dit maintenant, gelons les lignes de conflit en Ukraine. Et l'Europe répond, oui, faisons cela. Mais aucune concession pour l'Ukraine. L'Ukraine ne peut faire aucune concession si cela se produit. Sergei Lavrov réitère tout ce que Patrick vient de dire à propos de ce que la Russie affirme depuis le début. Répétez encore une fois, le cessez-le-feu immédiat est quelque chose qu'ils ont commencé à évoquer, contrairement à la nécessité de s'attaquer au cœur du problème et d'éliminer les causes profondes. Un cessez-le-feu dans ce contexte ne signifierait qu'une seule chose,
que la majeure partie de l'Ukraine resterait sous le contrôle du régime nazi. Et dans cette partie de l'Ukraine, ce serait le seul endroit au monde où la langue serait interdite légalement. Malgré le fait qu'il s'agisse d'une langue officielle de l'ONU et de la langue utilisée par la majorité de la population. Pas de cessez-le-feu, Larry. Et c'est essentiellement ce que l'Europe et les États-Unis exigent désormais de la Russie. Eh bien, Patrick n'a pas pu m'entendre applaudir frénétiquement à ces remarques. Cependant, il s'est trompé sur un point. Tammy Bruce n'est plus au département d'État. Elle est en route pour devenir ambassadrice, ou déjà en Mongolie, ou peut-être dans ce nouveau pays que Trump aurait créé, l'Azerbaïdjan, tu vois. Donc maintenant, écoute, Patrick avait parfaitement raison dans sa présentation du récit. Et ce serait une chose si ce n'était qu'un petit groupe de personnes qui y croyaient. Tu sais, ce serait comme si je te disais, Danny, Danny, si tu attaches ces 2 oreillers à tes bras, que tu bats très fort et que tu sautes du haut de l'immeuble de 50 étages où je me trouve, tu auras un atterrissage en douceur. Maintenant, si tu étais assez stupide pour le croire et que tu le faisais, tu en paierais les conséquences. Ce qui voudrait dire que tu ne revolerais plus jamais. Et donc, le fait que l'Occident fasse les mêmes types d'hypothèses insensées est dangereux. Vous savez, j'étais avec Apti Alodinov l'autre soir. Apti a combattu pendant la Deuxième Guerre de Tchétchénie. Il a perdu plusieurs membres de sa famille. Il est musulman, patriote de la Russie, et il a dirigé l'opération au cours de laquelle ils sont entrés dans un gazoduc à environ 15 km, je crois, à l'est de Souja, dans la région de Koursk. Maintenant, j'aimerais que vous sortiez demain, que vous vous penchiez en avant ou que vous vous accroupissiez et marchiez 15 km. Voyez si vous en êtes capable. C'est ce que ces Russes ont fait. Ils ont parcouru 15 km sous terre, courbés, dans les conditions les plus difficiles que l'on puisse imaginer. Ils sont apparus de l'autre côté et ont commencé à tirer, tu sais, comme à une chasse à la dinde avec les Ukrainiens. Ils les ont tous tués ou en ont capturé certains. Ce n'est pas ce qu'on appellerait une armée faible. En fait, Apti a expliqué qu'à un moment donné, il avait été retiré du front pour rejoindre une unité de commandement où on lui demandait « Bon, dis-nous ce qui se passe au front. Que se passe-t-il vraiment ?» Alors il leur a dit ce qui allait bien, ce qui n'allait pas, quelles étaient les insuffisances. Et, à titre d'exemple, il a dit « Ouais mec, on se fait vraiment pilonner par ces drones. Nos drones se font intercepter par la guerre électronique. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Aidez-nous avec des drones à fibre optique. » La Russie a mis ça au point en 4 à 6 semaines. L'armée des États-Unis n'aurait pas pu faire cela en 1 an et demi. Ces gars-là l'ont fait en 4 à 6 semaines. Ils réagissent immédiatement à ce qu'ils voient sur le champ de bataille. Ils ont échangé des corps depuis janvier, des Ukrainiens morts renvoyés en Ukraine, des soldats russes morts renvoyés en Russie. Le taux moyen d'échange est que pour chaque Russe mort, il y a au moins 30 Ukrainiens morts. Dans certains cas, c'est allé jusqu'à 50. 1 pour 30, 1 pour 50. Maintenant, les mêmes clones en Occident, les généraux Petraeus, Hodges, Keane, l'amiral Stavridis, vous les entendez dire « Eh bien, la Russie est vraiment mauvaise. Elle prend à peine du territoire. Elle avance très lentement. Elle progresse centimètre par centimètre. » Et puis, quand vous leur faites remarquer cela, ils reviennent en disant « Eh bien, c'est parce que les Russes avancent si vite que les Ukrainiens n'ont pas le temps de récupérer leur corps, ce qui est faux. » En ce qui concerne les raffineries de pétrole, à l'heure actuelle, environ 15% du PIB de la Russie provient des exportations de pétrole et de gaz. Rien de tout cela n'est raffiné, d'accord? Donc ils ne perdent rien. C'est une raffinerie de type dépôt en vrac. Cela n'affecte pas les exportations de pétrole et de gaz de la Russie.
C'est le premier point. Deuxièmement, la Russie ne raffine qu'environ 27% de sa capacité de raffinage pour produire de l'essence, du carburant et du diesel. Donc oui, ils en ont touché certaines, ils ont causé quelques dégâts, les Ukrainiens ont causé des dégâts dans quelques raffineries. Mais ils n'ont pas la puissance de feu nécessaire pour en détruire une seule. L'autre jour, Andrei Martyanov a pris une raffinerie comme exemple et a expliqué que pour réellement la détruire, et il ne se basait pas sur son opinion, mais sur sa formation à la fois d'officier de marine dans la marine russe et d'ancien élève de l'académie militaire, il faudrait 100 Tomahawks pour anéantir cette raffinerie. Devinez quoi? Les États-Unis n'ont même pas 100 Tomahawks. Et disons que vous détruisez une raffinerie. Eh bien, j'ai fait remarquer que la Russie n'utilise que 27 ou 28% de sa capacité. Cela signifie qu'elle dispose d'environ 72 ou 73% qu'elle pourrait activer. C'est pourquoi je dis que ce récit délirant en Occident les conduit à formuler une série de fausses hypothèses qui finiront par se retourner contre eux. Parlons donc de l'avenir de l'Europe. Où se dirige l'Europe, compte tenu de cette dynamique, du fait que la Russie a depuis le début déclaré se préparer à une guerre avec l'OTAN, qui est essentiellement l'Europe, avec les États-Unis à sa tête. Et bien sûr, il y a cette dynamique dont vous parlez souvent, les conditions imposées à l'Europe à travers cette incroyable tentative de militarisation, tout en réduisant tout ce qui concerne les populations de ces pays. Cela se produit presque partout, chaque pays avançant au même rythme sous l'égide de l'ULOPEM et bien sûr de l'OTAN. Alors, quel est l'avenir de l'Europe? Où va-t-elle alors que le monde change de manière si profonde, avec la Russie qui mène cette guerre? Un simple fait sur le terrain qui en témoigne. Eh bien, commençons par les arguments les plus porteurs d'espoir. Je pense qu'il y a des raisons d'être optimiste quant à l'avenir de l'Europe, dans la mesure où l'on constate que malgré des niveaux insensés de propagande, la plupart des gens, un très grand nombre de personnes à travers l'Europe, surtout en Europe de l'Ouest, n'y adhèrent pas. Sondage après sondage dans des pays comme l'Italie, l'Allemagne, la France et autour de la Méditerranée montrent que les gens ne veulent pas de guerre avec la Russie. De toute évidence, ils ne croient pas que la Russie soit la menace numéro 1. Ils ont des problèmes bien plus urgents, comme mettre de la nourriture sur la table, et d'autres préoccupations matérielles qu'ils veulent voir les politiciens aborder. Ils ne considèrent tout simplement pas la Russie comme la principale menace. Donc, d'une certaine manière, cela nous donne des raisons d'espérer. Cela montre que, aussi folle que soit devenue la direction politique européenne, les gens ne la suivent pas entièrement. Cette folie n'a pas encore contaminé les masses, du moins en Europe occidentale. Dans les pays baltes et nordiques, c'est une autre histoire. Mais dans l'ensemble, il n'y a qu'un nombre relativement restreint de personnes impliquées, donc c'est pas forcément un problème. Je pense que c'est un signe positif, qu'ils ont perdu le contrôle du récit. Et comme avec la Russie, lorsqu'ils voient que la propagande ne fonctionne pas, tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est d'en rajouter, d'intensifier la censure sous prétexte de lutter contre la soi-disant désinformation ou mésinformation russe. Mais les gens voient clair là-dedans maintenant, grâce bien sûr aux médias alternatifs, et ainsi de suite. Donc d'une certaine manière, c'est positif. Vous savez, je veux dire, je pense que c'est aussi une différence essentielle par rapport à la période d'avant-guerre précédant les deux guerres mondiales. Le genre d'hystérie collective que les élites étaient capables de susciter à l'époque n'existe tout simplement plus aujourd'hui. Et cela se voit clairement dans le fait que, comme Pat et Larry l'ont déjà mentionné, les gens ne veulent pas aller à la guerre. Les gens ne veulent pas se battre. Surtout les jeunes, qui n'ont aucune envie d'aller combattre et mourir pour leur pays.
Paradoxalement, c'est en quelque sorte le résultat du lavage de cerveau antinational auquel ils ont été soumis de la part de leurs élites nationales et plus généralement de l'établissement de l'UTM-Bruxelles. On leur répète depuis des décennies que le patriotisme, croire en son pays, est une mauvaise chose. C'est une réaction de type réactionnaire. Cela frôle le fascisme. Donc bien sûr, maintenant, après avoir essentiellement dénationalisé les identités des gens, il n'est pas facile de les amener à aller mourir au front pour leur pays. C'est donc en quelque sorte peut-être un aspect positif de ce processus de dénationalisation de la culture que nous avons observé en Europe. Et bien sûr, ils n'ont pas réussi à construire une identité européenne alternative. Les gens sont donc encore moins disposés à aller mourir pour l'Europe, quoi que cela signifie, ou encore moins pour l'Union européenne, qui est, vous savez, encore plus délégitimée que les diverses élites nationales. C'est donc un point sur lequel on peut garder un peu d'espoir. Mais plus généralement, je pense que la question est de savoir comment nous sortons de cette situation. Il a déjà été mentionné que la guerre est une issue possible à tout cela. Et si c'est bien la direction que nous prenons, alors je ne pense pas qu'il y aura une Europe à reconstruire. Car un élément souvent oublié dans ces discussions, que les Européens soient prêts à aller se battre ou non, ou dans tous les débats sur la comparaison entre les forces conventionnelles européennes ou de l'OTAN et les forces conventionnelles russes, c'est qu'on nous dit souvent qu'en matière de puissance aérienne et navale, l'OTAN est bien plus forte que la Russie. Et sur le papier, une partie de cela est vraie. Mais je pense que tous ces scénarios reposent sur l'hypothèse qu'un conflit OTAN-Russie se déroulerait comme une guerre d'usure, à l'image de celle en Ukraine, mais à plus grande échelle. Mais c'est insensé. Je veux dire, nous n'aurions pas des forces de l'OTAN et des forces russes se battant le long d'une ligne de front. Ce n'est pas ainsi que cela se passerait. Si on en arrive là, nous verrons des missiles voler des deux côtés, frappant des villes européennes. C'est ainsi que cela se terminerait si une guerre totale avec la Russie éclatait. Et c'est pourquoi les gens devraient être complètement terrifiés par cette perspective et comprendre que l'intérêt fondamental de l'Europe réside dans l'évitement de ce scénario à tout prix et non dans la préparation à celui-ci, car cela ne changerait absolument rien. Donc, vous savez, si nous parvenons à éviter ce scénario, je pense que nous verrons encore les élites européennes s'accrocher au pouvoir bec et ongles. Et je pense que nous verrons aussi la situation empirer en matière de répression politique, voire de violence ouverte, de la part des établissements contre ces mouvements et partis dissidents en pleine expansion à travers l'Europe, dont certains deviennent des partis majeurs. Je pense donc que nous verrons davantage d'interventions à la roumaine, interdiction de partis politiques, interdiction de dirigeants politiques, voire annulation pure et simple d'élections dont les résultats ne plaisent pas aux élites. Au-delà de cela, je pense qu'à un certain moment, il est clair que même si nous parvenons à éviter la guerre, le système ne pourra pas tenir indéfiniment. C'est clair. Aucun système ne peut survivre uniquement grâce à la répression, aux mensonges et à la propagande. C'est à cela que les régimes mourants ont recours dans les dernières étapes de leur existence. Nous l'avons déjà vu par le passé. Donc je pense qu'il est, d'une certaine manière, historiquement évident que nous sommes à l'aube d'un changement de régime en Europe. Je veux dire, cela doit arriver à un moment donné. Maintenant, ce par quoi nous le remplacerons reste à voir. Espérons que si l'UMRO se dissout pacifiquement, nous pourrons alors construire quelque chose de complètement différent. Je pense qu'il devrait s'agir d'un système fondé sur le rétablissement d'un certain degré de souveraineté nationale pour les pays d'Europe, ce qui signifierait rétablir un certain degré de démocratie, permettre aux peuples de chaque pays de déterminer le destin de leur nation.
Et bien sûr, vous savez, il devrait y avoir une collaboration au niveau européen, mais cela ne devrait pas être le type de système supranational centralisé que nous avons aujourd'hui dans l'Union européenne. Ce devrait être plutôt un système internationaliste, une alliance souple, je dirais, fondée, vous savez, sur le modèle des BRICS ou même de l'ASEAN. Donc, des alliances flexibles de pays souverains qui permettent la collaboration tout en laissant de la place à la singularité culturelle et politique de chaque pays. Je pense que ce serait le scénario idéal, mais nous en sommes encore assez loin. Thomas a soulevé des points vraiment importants. L'un d'eux sur lequel j'aimerais rebondir. Il a dit que l'Europe avait été dénationalisée et qu'on ne peut pas simplement raviver ce genre de bravoure, de chauvinisme et de patriotisme pour amener les gens à se battre comme les générations précédentes auraient pu le faire. C'est tout à fait vrai, et cela pourrait en réalité être le salut de cette situation. Mais ce qui manque aussi, c'est que pendant la guerre froide, il existait une opposition idéologique. Communisme contre capitalisme, ou économie de marché contre socialisme, peu importe. Et dans ce monde bipolaire, avant la chute du rideau de fer, cela fonctionnait en quelque sorte. Cela avait du sens. Cela justifiait la menace idéologique, du moins pour une partie de la population occidentale qui adhérait à l'idée que, oui, c'était quelque chose contre quoi il fallait se protéger. C'est notre mode de vie, notre liberté, et ainsi de suite. Il y avait une impression de menace existentielle. Ils n'ont plus rien de tout cela aujourd'hui. C'est de la pure politique de puissance à ce stade. Mais en ce qui concerne l'Europe, oui, le seul avantage, c'est qu'il n'y a pas ces grandes armées nationales comme en Allemagne ou en Italie. Mais sur le plan politique, il faut bien que quelqu'un soit tenu pour responsable, vous voyez. Et si des missiles venaient à être lancés? Alors, inévitablement, les populations européennes se tourneraient vers leurs dirigeants faibles en se demandant comment en est-on arrivé là. Et cela, c'est déjà trop demandé aux politiciens inefficaces que nous avons actuellement à la tête de l'Europe.